BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver sincèrement chaque semaine, chaque week-end pour votre rendez-vous tech à la fois en exclu et en avant-première, en audio, en podcast dès le vendredi midi, pétante, et puis aussi sur la chaîne YouTube de Tech Co et le week-end sur BFM Business, à la radio, à la télé, c'est De quoi je me mêle. Nous voilà partis pour cette petite heure donc dédiée à l'actualité techno avec pour cette semaine tout à l'heure eh bien, la 5G+, peut-être l'avez-vous remarqué, mais ça y est, les opérateurs télécoms se mettent au pas et nous proposent, sans supplément de prix pour la plupart, eh bien, d'accéder à cette 5G+. Est-ce que c'est simplement un discours marketing ? Qu'est-ce qu'apporte cette 5G+? Pas facile à dire d'ailleurs, je suis très fier de moi. Eh bien, on en parlera tout à l'heure avec Lionel Paris qui a enquêté sur le sujet, il a tout testé avec ses speed tests de folie. Il nous racontera tout ça, ce sera dans la deuxième partie de ce De quoi je me mêle. Je vous rappelle toujours le hashtag DQJMM, bien évidemment, pour réagir à tout ce qu'on raconte. Un grand merci d'être là. Bienvenue à vous tous et à vous tous. Évidemment, De quoi je me mêle pour débuter, c'est le club de la presse IT avec le best of the best pour, on va dire, revenir sur toute l'actualité, la décrypter. Cette semaine, Mélinda Damansoulas de la rédaction de Tech Co est là, mesdames, messieurs. Bonjour messieurs. Bonjour Mélinda. Bonjour tout le monde. Salut. Mélinda qu'on retrouve évidemment sur la plateforme Tech Co avec multijoueurs. On te retrouve avec aussi une multitude de reportages puisque tu étais aux États-Unis ces dernières semaines. Voilà, avec des interviews exclusives. On va en parler d'ailleurs dans un instant. Mélinda donc et Anthony Morel dont c'est le grand retour, le comeback. Salut les amis, ça va ? Il est de retour. Ça va mon Anthony ? Ça va très bien, voilà. Très bien. Anthony, vous retrouvez le matin sur BFM Business et la mi-journée sur RMC. Les amis, pour débuter, alors là, franchement, les bras m'en sont tombés quand j'ai vu cette actualité. BlackBerry quand même. Les smartphones avec l'écran et en bas, le petit clavier où on tapait des SMS comme ça de manière frénétique. Moi, j'ai jamais été trop fan de BlackBerry, mais en fait, j'avais plein de gens autour de moi qui étaient fans de ce type d'appareil. BlackBerry qui est sorti des radars et qui, Anthony, pourrait revenir. La petite Madeleine de Proust technologique. Oh là 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 là. Parce que moi j'étais très BlackBerry. Moi C'est mon vrai premier smartphone ça a été un BlackBerry. Un BlackBerry, un Pearl. Donc c'était 2006 je crois. C'était avant l'iPhone en fait. C'était déjà des smartphones. Et donc moi j'aimais beaucoup le clavier tactile. J'aimais beaucoup il y avait la messagerie BBM aussi. Il y avait la messagerie BBM, absolument. Qui était révolutionnaire à l'époque. Bien quand sûr, même, parce que c'était génial. Gratuit, compris dans l'abonnement GPRS. Exactement. Parce que je me rappelle que le BlackBerry au début, on était en GPRS les gars. Et la petite boule pour scroller. Pour le souris. Et pour faire la souris. Donc c'était quand même pas mal. Il y avait pas mal de points très positifs. Et c'est vrai qu'il y a une communauté de fans de BlackBerry, moi j'en connais, y compris à la rédaction, qui n'ont jamais, qui ne sont jamais Léa, consolés. qui produit cette émission que vous connaissez, est toujours nostalgique du BlackBerry. Et voilà, elle va pouvoir peut-être acquérir un BlackBerry de nouvelle génération. Ouais, on verra, parce que entre-temps, 10 années sont passées quand même. C'est aussi parce qu'on a la nostalgie, mais le cerveau est un peu trompeur. Tu te souviens de certains trucs, mais à comparer quand même avec les smartphones de dernière génération. Tu dis putain, je vais me revoir Le Grand Bleu. Tu dis putain, j'avais tellement aimé ce film-là. Tu le regardes, tu dis what ? Alors Le Grand Bleu, c'est peut-être un mauvais exemple, mais il y a plein de films qui ont mal vieilli, on va dire. Est-ce que le BlackBerry aurait mal vieilli ? On verra. Alors d'autant que ce qui est intéressant, là, c'est une marque chinoise donc qui va relancer ça, qui s'appelle Zhinoa, moi que je connaissais pas, qui va en fait ressortir le BlackBerry classique, donc le Q20 en fait. Alors, ils ne vont pas les recréer, les refabriquer. Ça, c'est vraiment terminé. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont récupéré des tonnes de BlackBerry d'époque. Ils vont les recycler, les upcycler, comme on dit maintenant, et ils vont les pimper. C'est-à-dire qu'ils vont en fait transformer tout l'intérieur, les composants pour les moderniser, rajouter une surcouche logicielle Android en fait, donc tu auras un OS Android à l'intérieur de ton BlackBerry. Ils ont changé un certain nombre, ils ont ajouté un appareil photo un peu sympa, 50 mégapixels par exemple, avec un frontal de 8 mégapixels. Bon, c'est pas extraordinaire par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, mais en tout cas c'est mieux que les BlackBerry de l'époque. Exactement, c'est mieux que ça. Tu vas avoir, alors je reprends un petit peu les specs, encore une fois, tu vois, même sur le processeur, c'est un SoC MediaTek G99, donc c'est pas le haut de gamme du haut de gamme, on est d'accord, mais c'est évidemment mieux que ce qui se faisait en 2006, vous imaginez bien. Et puis ils ont gardé quand même des trucs de l'époque. Par exemple, l'écran de l'époque, ce sera le même. Donc un petit écran, évidemment, comparé à ce qu'on a aujourd'hui, avec une résolution qui est probablement pas non plus absolument incroyable. Donc il y a ce côté petite Madeleine de Proust technologique. Est-ce que ça va prendre dans le grand public ? Je ne sais pas. Moi, c'est le genre de petite
petites bêtises pour lesquelles je pourrais craquer, je ne vais pas vous mentir, parce que j'ai la nostalgie effectivement du clavier à touche, j'ai la nostalgie de la petite notification qui s'allumait avec la petite pastille rouge ou verte en haut de l'appareil, et que j'ai l'impression aussi que c'était un monde où on était un petit peu moins dépendant, parce que c'était, mine de rien, un peu moins pratique que ce qu'on a aujourd'hui quand même, et que du coup, tu gardais quand même une forme de distance avec ton appareil. Et pour donner, avant de donner la parole à Mélinda, il faut savoir qu'en plus, le BlackBerry à l'époque était une vraie prouesse technologique, parce que je vous rappelle qu'il n'y avait pas encore de 3G, où la 3G était naissante. La plupart du temps, on était en Edge ou en GPRS. Et la particularité du BlackBerry, c'est qu'il se connectait au réseau et tu arrivais malgré tout à recevoir tes mails, à répondre à tes mails. Il les allégeait parce que le débit était nul, évidemment. Tu vois, c'était quelques kilooctets. Et il y avait tout un système derrière les opérateurs avec des serveurs, etc., qui prenaient les mails, qui les recompressaient pour pouvoir les transférer sur un tout petit débit et pour qu'ils arrivent sur ton BlackBerry en temps réel. C'était du push. Et plus le côté tout hyper sécurisé aussi qui faisait partie de leurs arguments. Bien sûr, mais il y avait énormément de technologies à l'époque. Voilà, ils essayaient de contrecarrer un peu les problèmes de débit et de réseau qui étaient inhérents à l'époque, quoi. Non, mais c'est marrant, et c'est vraiment le point que vient de soulever Anthony, c'est-à-dire que c'était un système hyper sécurisé. Souvenez-vous, quand il y avait eu des émeutes à Londres, donc dans les années 2000, tous les organismes, tous les groupes qui allaient mettre un peu le bazar dans Londres, communiquaient par BlackBerry et par cette fameuse messagerie, qui est l'ancêtre de Telegram, de Signal, plus que de WhatsApp et compagnie. C'était ultra sécurisé pour l'époque. C'était les premiers groupes de discussion, c'était le BlackBerry. Non, mais après, blague à part sur la nostalgie, c'est drôle parce que, alors, moi, je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que je trouvais l'objet très sympa. J'ai essayé une fois ou deux, le clavier physique me saoulait. J'y arrivais pas. J'y arrivais pas. Mais ça va dans l'évolution de, tu sais, dès qu'il y a des feature phones qui reviennent, les Nokia, les trucs, tout le monde se rue dessus. On aime bien tout ce qui est un peu vieux et qui, en effet, rassure en disant « Regardez, on sait se détacher de la technologie d'aujourd'hui. » Enfin, combien de gens vont avoir un BlackBerry et aller ressauter sur leur iPhone derrière, quoi. C'est hype, quoi. Oui, c'est ça. C'est un peu la mode de mais c'est bien. sur et puis, un truc. ils ont envie, visiblement, d'en faire un bel appareil, dans un esprit. Mais BlackBerry, c'est un fantasme technologique. Toujours aujourd'hui, je suis toujours bluffée. Ça fait quoi, 10 ans qu'il n'y a plus de BlackBerry. Même BlackBerry avait essayé d'en sortir à la fin, de faire des modernisations de ses propres Il y avait une autre boîte d'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens. Mais il y avait une boîte qui avait racheté la licence de BlackBerry, je me souviens plus du nom. Je ne sais plus qui c'était. Et en fait, ils avaient mis une couche Android sur un téléphone qui ressemblait à BlackBerry. BlackBerry a été le premier à lui-même à mettre du Android One, du Android, tu sais, le stock le pur. de l'époque. Ils avaient essayé, ça n'avait pas marché parce que quand ils ont fait ça, les gens voulaient des smartphones modernes. Ils ne voulaient pas un BlackBerry modernisé, c'était trop tard. Et c'est drôle qu'aujourd'hui, on va aller chercher le BlackBerry et essayer de lui mettre, Android. Bon, ce sera quand même 400 balles. Hein. Oui, c'est ça, le prix. Pas oublier que ce sera quand même 400 balles. Ça fait cher la nostalgie. Ouais. Alors, certes, appareil photo 50, une batterie qui va être pas délirante, mais suffisante pour faire tenir ça, parce qu'en effet, l'écran va être un peu ridicule. Ouais. Mais voilà, moi, ça me fait toujours marrer, parce qu'évidemment, on aura la curiosité de le voir. Mais ça en dit long aussi sur cette société qui a besoin d'aller chercher ces vieilles références technologiques pour se rassurer de tout ce qui a l'air d'aller à 10 000 à l'heure aujourd'hui, quand on parle d'IA et compagnie. Mais tu sais que l'un des publics sur lequel cette nostalgie du BlackBerry fonctionne très bien en ce moment, c'est chez les Gen Z, en fait, chez les jeunes qui n'ont pas connu le BlackBerry, de toute façon. Et en fait, sur TikTok, tu as des hashtags Bring Back BlackBerry. Enfin, il y en a plein qui ont acheté des BlackBerry de l'époque avec le côté j'essaye de me sevrer de moi. C'est-à-dire que l'objet qui pour nous était le summum de la connectivité, justement, celui qui avait le BlackBerry en 2006. Mais ouais, c'est ça. C'était le jeune cadre dynamique qui pouvait pas se passer des mails de son entreprise. C'était un truc un peu dingue, quoi. Tu vois, c'était quoi, mais ce mec qui se déconnecte jamais, il a un BlackBerry et tout. Et maintenant, c'est pour te déconnecter, tu prends un BlackBerry. C'est incroyable. C'est comme les feature phones. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, t'as une génération qui essaye de dire aussi, bon, ok, c'est trop mainstream vos smartphones là, ultra. On va aller chercher des trucs de vieux. Bon, les mêmes qu'on critiquait des boomers avant. Et pour se dire, on se détache de la technologie. Et c'est vrai qu'il y a tout ce paradoxe où ils vont sur leur feature phone un temps. Ils reviennent très vite. Oui, bien sûr. Mais c'est pas aussi sans raison. Parce que c'est vrai que TikTok sur BlackBerry, ça marche pas. Oui, mais il y a Snapchat souvent sur ces trucs. Une des premières applications qui est mise sur tous les anciens appareils qui sont modernisés, c'est souvent Snapchat. Et c'est bête, mais tu vois, j'ai envie de te dire, ça suffit à leur sevrage. Moi, je pense que tu as aussi un aspect différenciant, c'est-à-dire, tu sais, les smartphones, ils se ressemblent tous maintenant, globalement, et donc le marqueur social pour dire, moi je fais mon intéressant, j'ai un truc un peu différent, c'est clair. Tu sors avec ton BlackBerry dans la rue, c'est quoi, c'est quoi qu'il a, c'est un BlackBerry?
Et tu vois, t'as ce petit truc en plus dans le métro, dans le bus et tout. Et évidemment, chez les jeunes, ça parle encore plus. Voilà, c'est un petit truc en plus qui est en fait un truc en moins. Finalement. Oui, en réalité, c'est ça. C'est un peu ça. Non, mais c'est ça, parce que j'adore. je disais en rigolant, c'est le genre de truc pour lequel je pourrais craquer, mais je suis complètement d'accord avec vous. Je pense au bout d'une semaine, je lâcherai le machin. Mais bien en fait. sûr. Tu vois, c'est toujours dire, mais attends, mais c'est quoi ce truc, la résolution là? Mais j'arrive pas à avoir mes posts sur Instagram, mes trucs et tout. Et je serais blasé en fait. Mais bon. C'est Léna Situation qui avait fait son coup de pub avec son Barbiephone en disant je me suis déconnectée pendant un mois, mais qui fait une vidéo YouTube de 40 minutes pour expliquer pourquoi elle l'a fait. Et c'était un gros coup de pub énorme parce que c'était un Barbiephone. J'attends de voir ça avec un vrai vieux Nokia d'il y a 15 ans qui peut toujours marcher et qui fera rien. Et tous les jeunes l'avaient suivi en disant regardez, c'est super, on peut se déconnecter. Alors moi, je l'ai eu en main, le Barbiephone. Du partenariat Nokia, je pense. En revanche. Alors non, j'avais demandé, figure-toi, à Nokia. C'est elle qui avait fait la démarche. Mais comme le message de Nokia sur ce téléphone-là était un message très, justement, Gen Z et compagnie regardez, vous pouvez être fashion, machin, vous faire votre détox technologique. Elle s'est engouffrée là-dedans parce que ça a été aussi un super sujet marketing. Quoi, pour tu veux elle. dire qu'elle n'a pas fait ça pour l'argent, quoi. En tout cas, c'est pas Nokia qui l'a sollicité. Je leur avais demandé, c'est eux qui ont été sollicités. Pas mal. Bon, écoutez, le BlackBerry revient, les amis. Dites-nous, tiens, avec le hashtag des QGMM, si ça vous fait vibrer ou pas. Alors, en mode cela dit, il avait évidemment, merci, j'allais le dire. Oh là 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 bravo. Ah, je te connais maintenant. Oui, c'est ça. Zut. Maintenant, il connaît toutes mes facettes. C'est ça qui est terrible. C'est comme une IA, c'est comme ChatGPT. Je finis tes phrases. Comment vais-je arriver à le charmer pour la rentrée 2025 ? Ah là là, il va falloir que je réfléchisse cet été à la plage. Les amis, on va parler de Sam Altman maintenant, avec évidemment encore une actualité OpenAI hyper chargée. On ne va pas revenir sur la surenchère des salaires des développeurs d'IA. Voilà, jusqu'à Zuckerberg serait prêt à mettre 200 millions de dollars sur la table pour se choper les développeurs d'OpenAI. Bon, vous vous rendez compte, 200 millions. 100 millions prime de bienvenue et 100 millions par an. On ne fait pas le bon métier. Non, mais c'est fou. Non, mais attends, j'ai raté ma vocation. Ça m'énerve, vraiment. Moi, je trouve ça génial. C'est le nouveau métier le mieux payé du monde. C'est-à-dire que plutôt que de dire aux gamins, les gamins, c'est je vais être joueur de foot, tu vois. Non, maintenant, je vais être développeur IA. Après, ça va pas être n'importe quel développeur. Non, bien sûr. C'est ceux qui sont chez OpenAI. Évidemment. Ils seront pas tous à ce tarif-là. Les stars. Comme les joueurs de foot, t'as les joueurs de National 1 et puis t'as Mbappé, tu vois. Oui, c'est ça. C'est les Ronaldo de l'IA, on va dire. Alors, c'est pas ça qu'on voulait évoquer. C'est que Sam Altman a publié en fait un manifeste sur l'IA qui s'appelle la singularité douce. Et tu voulais nous en parler, Anthony. Moi, c'est ce qui m'a le plus interpellé cette semaine, je dois dire, ce texte que Sam Altman a publié. Donc, c'est un long blog. Franchement, allez le lire. Il est traduit aussi. Vous faites traduire par ChatGPT sinon, si vous avez des problèmes en anglais. C'est comme ça, la boucle sera bouclée. Et dans laquelle, en fait, moi, je le vois comme une sorte de manifeste, en fait, dans lequel Sam Altman, qui n'est pas n'importe qui, c'est quand même le fondateur d'OpenAI, évidemment, nous donne sa vision du futur de l'intelligence artificielle. La singularité douce, c'est quoi ? Singularité, alors pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un terme très utilisé en technologie, mais ça désigne ce moment où l'intelligence artificielle va dépasser l'intelligence humaine et va commencer à s'auto-améliorer. Et donc, on va arriver dans un cycle d'accélération technologique absolument dingue. Exponentielle. Et même presque imprévisible. On ne sait pas exactement ce qui se passera. Alors, on nous promet que ça va être une révolution industrielle potentiellement, mais aussi avec potentiellement des dangers. Et donc, Sam Altman, lui, estime que ça va se faire de manière très douce, très harmonieuse, très tranquille, et que même cette singularité, elle a déjà commencé. Il dit que les derniers modèles de ChatGPT sont déjà supérieurs à l'intelligence humaine dans plein de domaines, et que ça va continuer. Et il fait une sorte de calendrier, de ce qui va se passer dans les années qui viennent. D'accord. C'est ça que j'ai trouvé intéressant. Chronologique de l'IA. Alors on la ressortira dans 5 ans et on verra, parce que c'est très compliqué quand même à prédire. Après, ça reste Sam Altman, il a quand même, il a le droit de dire ce qu'il pense quand même. Tu vois, il a une certaine légitimité. Pour voir un peu son business. Il est un peu bien placé aussi pour savoir la feuille de route. Voilà, c'est vrai. Mais les deux points sont très... On va y revenir. Alors juste sur le calendrier, ce qu'il dit, et puis après on en discute. Il dit 2025, donc cette année, c'est l'année des agents IA. Alors ça, on en parle souvent, c'est l'IA qui va commencer à réaliser des tâches de manière autonome. 2026, l'IA pourra carrément découvrir des idées inédites. Alors il ne dit pas exactement ce que c'est, mais en gros, il donne 2-3 exemples. Il dit par exemple, ce sera plus seulement une IA qui peut faire un diagnostic médical, ce sera une IA qui pourra carrément te créer ton propre traitement. Voilà. Donc tu vois, c'est vraiment l'IA qui pourra créer des trucs. C'est-à-dire qu'elle pourra en plus de constater, trouver la solution. Exactement. Plus seulement se baser sur de la data, mais elle pourra carrément inventer des choses. Voilà. Donc c'est l'étape d'après. Et alors il nous dit, si on se projette encore plus loin, alors il dit jusqu'à 2035, et il dit 2035, l'IA nous aura aidé potentiellement à coloniser l'espace, nous aura aidé à créer des interfaces cerveau-machine incroyables qui permettront de communiquer
communiquer à la vitesse de la pensée, à concevoir des nouveaux matériaux révolutionnaires. Enfin voilà, il nous dresse comme ça un scénario, alors qui est idyllique. Hein, et c'est pour ça, le point que vous mettiez en avant, il est complètement juste. C'est-à-dire que le problème, c'est que Sam Altman, il a un business. Hein. Ah oui, c'est ça, il a un business à faire tourner. Donc ok, c'est le prophète de l'IA, mais c'est aussi le VRP de l'IA. Et donc on peut dire qu'il est un peu jugé parti dans l'affaire. Oui, mais tu as raison, c'est quand même intéressant. Parce qu'il est bien placé pour imaginer le futur de cette technologie. Quoi. Exactement. Moi, c'est ce qui m'a fait... Enfin, franchement, le texte est fascinant. Tu as l'impression de lire un bouquin de science-fiction. C'est pas très très long, hein, mais tu lis ça en 10 minutes. Mais tu as l'impression d'être dans un bouquin de SF, sauf que lui, c'est sa vraie vision pour les années qui viennent. Donc, c'est pas pour dans 50 ans, c'est vraiment ce qui va se produire selon lui, là, très très rapidement. C'est assez dingue. Après, on pourrait en parler pendant des heures, parce que c'est un sujet mais inépuisable. Hein. On le voit, moi j'en parle tous les soirs dans Tech & Co. C'est inépuisable, on se répète jamais. Mais c'est vrai que il y a deux postures. Il y a même trois postures. Il y a ceux qui sont attentistes, il y a ceux qui disent que ça va faire tellement de bien à l'humanité que finalement ça va nous augmenter, et puis il y a ceux qui disent voilà, ça va être le soulèvement des machines, un peu à la Terminator, hasta la vista baby, et voilà. Donc moi je suis plutôt optimiste d'une manière générale. Je pense que ça va complètement bouleverser l'humanité et dans le domaine de la santé, c'est-à-dire que je pense que l'IA va arriver à soigner des maladies qui aujourd'hui ne sont insoignables, en quelque sorte. Et alors, je parle des cancers, mais il y a même des maladies orphelines qui aujourd'hui nécessitent tellement de moyens, de calcul, on va dire de temps humain que c'est pas rentable. Donc, on ne les soigne pas. Là, l'IA va... Puisque ça va être illimité, finalement, on va pouvoir aider les personnes qui sont peut-être susceptibles d'avoir des maladies orphelines. Donc je pense que ça va être un truc de dingue. Moi, je préfère voir le verre à moitié plein. Moi aussi. Ouais. Alors, moi, je me fais deux remarques sur ça. En effet, il n'y a pas plus VRP de l'IA en ce moment que Sam Altman. Je pense même qu'il passe plus de temps à communiquer que réellement à chercher désormais. Ce qu'il dit est dans un calendrier qu'on connaît déjà. C'est-à-dire l'instauration de l'IA générale, des agents qui vont travailler chacun d'un côté, et le next step, ce sont des agents qui bossent chacun de leur côté, mais ensemble, et s'auto-alimentent et travaillent. Là-dessus, moi, j'ai l'impression qu'il ne nous apprend rien. À la rigueur, il fixe un calendrier qu'on a un petit peu, on en parle beaucoup, et c'est ce qui fait peur à beaucoup de gens. Et ce qui est drôle, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en même temps que son texte, voire juste avant ou dans le même timing, il y a un ancien chercheur d'OpenAI qui vient de publier un rapport avec d'autres chercheurs IA du monde, où ils arrivent avec le même calendrier à des conclusions différentes. C'est-à-dire que l'autre rapport, alors j'arrive jamais à retenir son nom, je m'excuse pour lui, je vais complètement, à mon avis, mal le prononcer, c'est Daniel Kokotajlo. Okay. Et lui, il est beaucoup plus alarmiste sur le fait que justement, on est en train de laisser les IA faire leur travail dans leur côté en se disant c'est super, elles vont bosser pour nous, mais que si on ne met pas de garde-fou, d'ici 3 ans, on sera complètement dépassé par tout ça et qu'il y aura ce côté ingérable. Et lui, il est parti en 2024 d'OpenAI. En 2021, il faisait partie de ceux qui avaient déjà tiré la sonnette d'alarme en disant attention, on va vers ça. Et ce ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire des IA de plus en plus efficaces qui peuvent faire pour tout. Alors je suis d'accord avec toi, François, il y a un côté, en santé, on a des avancées énormes sur la recherche sur le médicament, où on sait que justement... Ou même pour combattre la vieillesse, il y a plein de choses. Le travail de la protéine, ça a valu un prix Nobel à DeepMind sur la recherche de la protéine. On sait qu'il y a des entreprises, même des entreprises françaises, qui travaillent sur comment adapter des médicaments à certaines populations à travers le monde, que vous soyez un homme ou une femme d'un certain âge, d'un certain gabarit. Aujourd'hui, on a un médicament pour tout le monde. Et évidemment, forcément, ça n'a pas les mêmes effets parce que entre un homme d'1m90 et 95 kg et une femme d'1m60 qui va faire 48 kg, évidemment, même s'ils ont le même âge, vous leur donnez le même dosage, ça ne va pas faire le même effet. Et les médicaments ne sont pas aujourd'hui, c'est normal, on ne peut pas, faits pour ça. Il y a beaucoup d'avancées là-dessus. Donc en effet, on y va vers ton traitement bien mieux personnalisé et tout. Mais moi, je trouve que ça, c'est le bon côté de l'IA. En effet, il y a des choses où si on laisse l'IA toute seule en roue libre, oui, il faut des garde-fous. Il ne faut pas juste trouver ça beau et que ça avance vite. Après, alors c'est pour ça aussi que je parlais de bouquins de science-fiction, parce que l'un des aspects aussi de son texte, c'est qu'il dit que l'IA va aussi de plus en plus s'incarner sous forme physique, et donc on va avoir des robots qui vont nous accompagner. Sûr, Ça, on en parle régulièrement. On y va au soulèvement des machines. C'est ça, c'est dingue. Ça fait penser tellement à Westworld, à Monde West, enfin tous ces films de science-fiction qui ont 50 ans et qui imaginaient ça. Quoi. C'est ça, parce que lui, son calendrier, c'est de dire voilà, le premier million de robots humanoïdes, on va les construire un peu à l'ancienne, et ensuite ils vont se reproduire
reproduire. Ils vont se reproduire, c'est-à-dire ils vont s'auto-construire. C'est les robots qui vont aller J'ai eu peur. chercher. Non, alors après, peut-être il y aura des versions, j'en sais rien, ça on verra. Ça arrivera, Mais c'est bien. ça arrivera sûrement. Oh. Mais qui vont aller extraire les minerais, qui vont, tu vois, conduire les camions, construire les usines, et puis ensuite construire les futures générations de robots. Et donc on est dans ce monde, et c'est un peu une vision finalement. Ils se détestent avec Elon Musk, mais ils ont une vision qui est pas si éloignée que ça l'une de l'autre. C'est de dire que, en fait, il va falloir que nous, les humains, on réfléchisse au sens de notre vie. C'est-à-dire, on va être dans un monde où l'IA et les robots pourront tout faire pour nous, vraiment absolument tout. Qu'est-ce qui va nous rester ? Qu'est-ce qui va nous rester ? Donc il dit dans son texte, on pourra faire des trucs peut-être plus créatifs, spirituels, associatifs, tout ce que tu veux, mais en tout cas, toutes les tâches et tous les métiers qu'on fait aujourd'hui, l'IA pourrait le faire potentiellement mieux que nous. Donc il y a vraiment une réflexion à avoir là-dessus. Et pour ce que tu disais, alors les risques, moi je ne veux pas tomber dans le truc soulèvement des machines et tout ça, parce que je ne veux pas faire peur aux gens non plus. Il dit quand même que voilà, il y a un travail à faire sur ce qu'on appelle l'alignement, c'est-à-dire le fait de faire en sorte que l'IA soit alignée sur les valeurs et sur les intérêts des êtres humains. Et puis, je pense un petit côté Asimov, tu sais, la machine qui ne doit pas faire de mal à l'homme, etc. Bon. Et je pense qu'il faut qu'on garde en fait un bouton off, quoi. C'est-à-dire que Faut qu'on garde la le main. kill switch. Faut qu'on garde la main. tu vois une en fait, espèce exactement le kill switch. d'interrupteur général au cas où ça commence à déconner, tu vois, où on Ouais, bien commence sûr. à avoir un truc qui se déborde ou qu'on comprend pas. Qu'on puisse appuyer sur un truc, stop, ça s'arrête. Enfin, Ouais. tu vois, je sais pas. Ça aussi, c'est ce que dit Elon Musk. Mais après, il ne faut pas que l'IA, tu vois, C'est quelle est la liberté court-circuite le truc, Voilà. tu vois, c'est toujours pareil. Quelle est la liberté que tu peux laisser à l'IA en profitant des bénéfices, en tirant bénéfice de ce qu'elle est capable de faire et de t'apporter. Et en effet, et c'est l'autre rapport qui s'appelle AI 2027, qui est intéressant. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont le même calendrier, la même vision des choses, enfin, le même constat, mais ils ne vont pas du tout dans les mêmes directions. Ouais. Et c'est assez intéressant de lire les deux en parallèle. Et c'est pour ça qu'il faut prendre ça aussi avec des pincettes. Parce Ouais, que tu vois, bien sûr. ils ont beau être des experts, Oui, c'est oui, exactement ce que tu oui. disais, Ouais, ils arrivent à des conclusions qui oui, sont oui, complètement oui. opposées. Ouais, Il y en a ouais. sûrement Ils un sont- qui a raison et l'autre qui a Ils tort. n'ont pas les mêmes, mais les ils deux ont pas les sont- mêmes intérêts dans le truc. Non, Voilà. c'est vrai. Mais Sam Altman, ils il ont a la quand même même des- légitimité. Voilà, Sam Altman, il a quand même, mine de rien, des financements. On sait qu'il n'a pas Bien sûr. eu la structure qu'il voulait pour son entreprise. Il a quand même des financements à aller chercher, même s'il a eu gentiment 200 millions de l'armée américaine. Allez, un sujet un petit peu plus rigolo, on va dire. C'est Apple qui eh bien, a mis sur l'haptique pour faire ressentir en fait des contenus vidéo. Et je trouve ça assez intéressant. Alors, il faut savoir qu'Apple est le producteur de ce film sur la F1 avec Brad Pitt, qui est très attendu, qui est un gros blockbuster. Hein. Ils ont investi, à mon avis, beaucoup d'argent dans ce truc-là. Ouais. Ce film qui ne sortira pas sur Apple TV tout de suite, hein, puisqu'il passe par le cursus cinéma et la chronologie des médias. Si tout va bien, on l'aura dans 18 mois sur Apple TV, et sans doute avant sur MyCanal. La bande-annonce de ce film-là, vous pouvez la regarder sur votre iPhone d'une manière un peu particulière, c'est-à-dire qu'en plus d'avoir le son et l'image, vous avez le retour haptique. Et évidemment, un film de F1 avec des voitures qui vrombrissent, qui marchent sur les pads, qui roulent sur vous savez, les trucs qui sont Sur le bas-côté, là, ouais, le bas-côté, tout ça. On ressent, je sais pas si vous avez essayé. Je n'ai pas testé. Moi, j'ai pas d'iPhone, donc je vais vous demander, vous qui êtes c'est team assez drôle. Apple. Je te ferai essayer tout à l'heure, Ouais. c'est assez assez bluffant. Parce que moi, j'ai pensé, le truc auquel ça m'a fait penser, je me suis dit, bah en fait, ça existe depuis longtemps dans le jeu vidéo, c'est le principe Ouais, des ouais. manettes vibrantes, Exactement la tu vois, les même manettes haptiques, bon, c'est pas complètement nouveau. Sauf que là, c'est vrai que c'est la bonne idée de l'intégrer dans un iPhone et pour regarder une bande-annonce, quoi. Oui, voilà, il y a déjà eu des tentatives, tu sais, de choses comme ça. Mais là, c'est intéressant sur la F1 parce que tu as des mouvements que tu vois et que tu ressens, comment dire, pas physiquement, mais tu sais qu'ils existent à ce moment-là. Là, tu les sens. Ouais. Donc c'est drôle. Mais ils aiment bien en ce moment, Apple, tenter des choses comme ça, des expériences. Puis il y a aussi le coup de la caméra. Ouais. Ça a été des caméras d'iPhone 16 Pro. Il y a des choses des plans qui ont été faits avec les plans dans la voiture, notamment. Ça fait partie aussi d'un package sur le marketing. Ouais, c'est mais vrai. c'est une très grosse production. Il y a de plus en plus de films qui sont tournés par des iPhones. Je ne sais pas si vous avez vu le prochain film de zombie, là, 28 ans plus tard, qui sort là. Ah, bah, Le louche a tourné. J'adore les deux premiers, alors j'ai Et ben voilà, hâte de le voir. ben moi aussi, j'ai hâte de le voir, Ouais. parce que c'est vraiment des films très intéressants. Et ben il a été tourné avec l'iPhone. l'iPhone. Et en fait, ils ont fait j'ai vu des images, je ne sais pas si tu as vu ça, Si, j'ai vu aussi, ouais. des photos qui ont été, où tu vois, je ne sais pas moi, une quinzaine d'iPhones qui sont sur une espèce d'arc. Ouais, comme une fleur avec ses pétales, en fait. Voilà. Ouais. Et je pense que c'est pour avoir une espèce de sensation 3D
quand ils filment les zombies, tu vois, qui sont dans la forêt, enfin, ça a l'air assez impressionnant. Ça a l'air assez dingue. Et ça, je trouve ce qui est intéressant, c'est que ça booste la créativité et l'imagination en fait des réalisateurs. Ouais, je suis C'est d'accord. ça qui est top. Et après, moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est la technologie haptique d'une manière plus générale. Je trouve que c'est un truc qui est génial. Ça fait des années que c'est en cours de développement. Ça n'a pas encore vraiment pris parce que je pense que ça coûte aussi très très cher à mettre en place. Mais toutes ces technologies qui vont nous permettre de ressentir physiquement ce qui se passe à l'écran. Alors là, c'est sur un tout petit écran, donc bon, c'est un petit peu frustrant. Mais on a testé, par exemple, avec de la réalité virtuelle. C'était au CES. Je ne sais pas si tu avais fait l'expérience aussi. Tu sais, tu avais un casque de VR. Et tu avais une veste haptique et des gants haptiques. Et ça te permettait de ressentir vraiment ce qui se passait. Des choses comme ouais, ça. C'est ça. Simple, mais ouais. Et c'était vraiment cool. Et même, y compris d'ailleurs au toucher. C'est-à-dire que tu te prenais un objet dans le jeu et tu le ressentais sous tes doigts physiquement, quoi. Mais c'est ce qui est drôle. Je pense que d'ailleurs, ils l'ont pas dit, mais ils auraient très bien pu faire ça aussi avec le Vision Pro. Oui. Tu vois, tu te dis, il n'y a pas de raison, tu prends les deux. Mais c'est ce que Ça doit d'ailleurs exister sur le Vision Pro, je pense. Je sais pas. C'est une bonne question. J'ai pas essayé. Ouais. Mais c'est ce que la VR est en capacité de faire. Pourtant, en effet, comme dit Anthony, tu as des accessoires, tu as tout ce qu'il faut pour vivre le truc, vibrer. Ça n'arrive pas à se déployer. L'avantage du smartphone, c'est qu'en effet, là, hop, tu vas le mettre en position paysage et puis tu vas faire ton truc. Donc c'est plus simple que la VR où tu mets le casque, la veste, les trucs. Mais c'était vraiment l'immersion à minima comme ça, c'est bien. Ce film F1 va être pas mal en 4DX, à mon avis, il est prêt. Oui, c'est ça, déjà, il est ready to go. Ouais, et alors évidemment, on parlait des vibrations et du retour haptique qui est impressionnant, mais le son, bien évidemment, est très important. Dans la bande-annonce, le son est spatialisé, c'est du Dolby Atmos, et on s'en prend plein les mirettes. À tester si vous avez un iPhone. Hein. Franchement, c'est très simple. Vous allez vous taper bande-annonce Apple F1, et vous verrez, automatiquement, l'iPhone détecte en fait que c'est une bande-annonce particulière, et vous ressentez on va dire le retour haptique. C'est pas mal du tout. Dans l'actualité des amis, tiens, puisqu'on reste dans les sensations, on va peut-être parler de Xbox qui a annoncé un partenariat avec AMD. AMD qui est un fondeur, un fabricant de processeurs depuis de très 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 nombreuses années, qui a toujours été un peu le concurrent, le challenger, l'outsider, on va dire dans l'ombre d'Intel, sauf que les cartes sont en train d'être redistribuées. Et AMD a beaucoup travaillé avec les consoles de jeux notamment. C'était on va dire le cœur de puissance des consoles de jeux. Et là, visiblement, ils ont passé un accord avec Microsoft. Oui, alors c'est intéressant parce que c'est tombé sur une vidéo de Sarah Bond, donc la nouvelle présidente Xbox, et puis on a compris, c'est elle qui va prendre les rênes après Phil Spencer sous peu. Et on nous présente ça comme quelque chose de nouveau. Mais en fait, ce n'est pas nouveau puisque AMD et Xbox collaborent depuis la Xbox One. Donc, vous voyez, c'est quand même il y a 12 ans. Ils avaient déjà commencé à faire une puce un peu plus personnalisée. En effet, sur la dernière génération, et Xbox Series et PS5, c'est du AMD dedans. Autant sur les PC, ils ont du mal et ils étaient un peu à la traîne. Autant sur les consoles, c'est les rois. Hormis la Switch 2 qui est avec une puce Nvidia, tout le reste, c'est ça. Mais là où Sony, c'est quoi en fait? Pardon? Sony, c'est Nvidia, non? C'est AMD aussi. Non, c'est AMD aussi. C'est AMD aussi, Sony. C'est AMD la aussi. PlayStation 5, c'est les dernières architectures. Ah ouais, d'accord. Mais chacun, il va aussi un peu de sa personnalisation. Ouais. Là, ce qui est intéressant dans ce partenariat et qui en dit beaucoup plus que ce qu'il dit, lors du Summer Game Fest et du Xbox Showcase, Xbox a présenté une console. Je vous en avais déjà parlé ici de la fameuse ROG Ally, la console portable. Aujourd'hui, celle-là, qui est un nouveau modèle et en design et en puissance, s'appelle la ROG Xbox Ally. Ils ont fait déjà un partenariat avec AMD en troisième larron, qui était un peu caché, mais qui fournit les puces de ces consoles portables. Et aujourd'hui, sur les consoles portables PC comme ça, c'est les plus puissantes. Ce sont les puces les plus puissantes. Et la dernière génération, elle est sur cette console Xbox. Donc, ils sont en train de nouer un truc. Et derrière, qu'est-ce qui se trame? On nous disait, Xbox, ils vont arrêter les consoles, ils sont dépassés par la PS5, ce qui est largement vrai. Ils vont plus rien faire. Sauf que le projet d'Xbox, et c'est ça que dit la vidéo, il est beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'ils vont refaire une nouvelle console. Ils ont dit, on a un partenariat pluriannuel pour faire de la console, mais derrière, ils veulent faire tout un écosystème. C'est-à-dire qu'il y aura cette console portable, il y aura les consoles basiques, il y aura des puces aussi pour les serveurs, pour le cloud. Je pense que c'est ça aussi derrière qui se dessine. Et moi, je ne serais pas étonné que d'ici quelques temps, on nous annonce un PC gaming Xbox et AMD, parce que là-dedans, il y a de la puce à l'IA. Et on sait que l'IA, c'est quelque chose dans le jeu vidéo qui s'installe énormément pour une meilleure résolution d'image, voilà, toutes les technologies, je vous passe des termes techniques, mais qui font que la console aujourd'hui
Elle peut upscaler une image de meilleure qualité sur Bien votre sûr. télé. On peut faire compenser des pertes de framerate et tout. Imagine demain, le rêve, je te coupe, mais imagine demain, tu as envie d'avoir un jeu de zombies qui se passe au Far West et tout, tu promptes l'idée de ton jeu vidéo et tu te retrouves avec un jeu vidéo qui est créé en temps réel. Mais bien sûr. Ça paraît surréaliste, mais ça va arriver. Bah, c'est alors, clair. il y a déjà eu des démos Moi, de j'en ça, ai fait de ChatGPT. C'est OpenAI, je crois, qui a fait une démo comme ça. Alors, c'était sur des tout petits Nvidia. jeux. Ouais, Nvidia a fait ça aussi. Nvidia a fait. Xbox, moi j'ai fait une démo Xbox, alors qu'ils n'ont pas communiqué dessus, mais ils ont un jeu à l'IA qui est un jeu dans lequel, en effet, tu intègres tes propres sensations par rapport à la situation et le jeu évolue en fonction de ce que tu dis. Ils ont aussi de l'IA pour aider à la création, pour aider les développeurs à créer, et de l'IA pour assister les joueurs. Ça, c'est des projets qu'ils ont dans les cartons, des trucs que moi j'ai vus, et donc ça va arriver. Et avec ce partenariat-là de puces, où ils vont faire en fait de la coproduction de puces, de collaboration, en fonction de leurs besoins, ils ont, dans une des deux consoles, la plus puissante, a une puce Ryzen 2 et qui est à l'IA. Derrière, voilà, c'est ce qu'on voit à l'écran là, le Xbox Play Anywhere, c'est la clé de voûte de tout le message. C'est-à-dire votre capacité à jouer à tous vos jeux sur n'importe quel support. Ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas, ça prouve que Microsoft est loin d'abandonner le segment du jeu vidéo, parce que c'est vrai que ça a toujours été un petit peu les seconds, les outsiders, et on aurait pu imaginer qu'au bout d'un moment, ils lâchent l'affaire et qu'ils laissent Sony et Nintendo se débrouiller. Non, visiblement, Microsoft est toujours là dans le gaming. Mais ils ont une trentaine de studios derrière. Qu'ils ont racheté. Oui, bien sûr. On a parlé d'Activision, Bethesda, c'est les fers de lance. Mais enfin, ils ont une galaxie de 30 studios. Pourquoi est-ce qu'ils ils auraient pu se concentrer sur l'édition de jeux et pas sur les consoles. Ils sont en train de les distribuer à la C'est bien qu'il y ait de la concurrence. les jeux. Heureusement qu'il y a de la concurrence. C'est ce qui pousse aussi l'innovation. Tu vois, et tu vois, Sony est en train de parler de sa PS6 aussi, à demi-mot, mais on sait que voilà, j'ai tellement d'éditeurs, de développeurs quand je les vois qui gaffent un peu qu'on sait que derrière. C'est dans combien d'années ça? 3 ans? Ouais, je pense à horizon 2027 au plus tôt. On dit qu'une génération c'est 7 ans en général. À partir de 2027, on aura sans doute quelque chose. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils y vont. Et ils y vont pas pour aller affronter frontalement juste une PS6. Ils y vont avec une idée d'écosystème. Ouais. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est-à-dire qu'on pourra commencer une partie sur son smartphone, continuer sur sa console de salon. Ça fait 10 ans qu'on nous le vend, Mélinda. Je ne sais pas si tu te souviens, le marketing de ces trucs-là, je me souviens. Le Play Anywhere existe. Moi, je le fais tout le temps encore. Je passe par oui, mais ce n'est pas nouveau. Ça fait des années que ça existe. Non, mais il faut que... Google Stadia. C'est-à-dire meilleure technologie, pire marketing. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai que c'était bien, mais... pire marketing. Il nous reste 3 minutes 30, j'aimerais bien qu'on évoque, ça va vite. Cette télé du futur, les amis, qu'LG nous balance. Alors attention, préparez le chèque quand même, parce que là, Anthony, il va falloir bien économiser. Mettre des sous. Alors bon, déjà, c'est une 77 pouces. On va commencer par les points positifs. Ouais, vas-y. Techno OLED, donc télé magnifique, tu vois. Enfin, donne la marque déjà. Dernière technologie LG, les rois de l'OLED, pas de soucis, etc. Sauf que cette télé, elle a une particularité, elle est transparente. Voilà. Okay. Elle est transparente et en fait, on n'a jamais autant payé le vide. C'est joliment dit. Tu vois, niveau marketing, beaucoup plus fort. C'est pas mal. Très, très bon. Parce que, Mélinda, elle coûte combien cette télé? 50 000 €. Je vais rester sur le BlackBerry, moi, les amis. Ton BlackBerry à côté. Ouais, mais bon, tu vois, pour l'avoir vu de près et avoir joué avec. C'est très méchant. C'est très méchant. Après, tu as le meuble avec, pour ce prix. Je tenais quand même à le dire. C'est génial. Je tenais quand même à te le dire. T'as l'appartement qui va. Tu as la bibliothèque avec. Il te faut le salon. Alors, il te faut le salon avec, vraiment, parce que c'est très grand. En fait, l'écran fait 77 pouces, mais le meuble autour est quand même assez imposant. Non, mais blague à part, c'est une prouesse technologique, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vraiment regarder en transparence. Il faut quand même faire attention où on la met. Je pense que si tu la mets devant ta baie vitrée, c'est moyen. Mais tu as un écran opacifiant qui peut se dérouler derrière. Tu peux la transformer en vraie télé OLED. Et voilà. À 50 000 balles, tu as intérêt quand même. Mais c'est cette fameuse... En fait, ils ont mis sur un espèce de... Comment on va dire? De cache noir, déroulant derrière. Un peu la technologie qu'ils avaient de leur écran déroulant. Mais c'est celle qu'on a vue au CES, celle-là ou pas? Ça fait 2 ans qu'on l'a posée. C'est celle-là. Tu as comme un panneau noir qui descend à l'arrière. On dirait un store. Ouais, c'est ça. Ok, je vois très bien. Qui remonte pour opacifier quand l'écran est illisible, notamment quand il y a du texte. Soyons clairs, quand il y a du texte, ce n'est pas lisible. On a rigolé du liquid glass. Les sous-titres du film. Non, mais franchement, après, remboursé quoi. Tu sais, ils ont mis un truc, par exemple, tu as une zone en bas qui va devenir opaque d'elle-même sans l'écran, parce que quand tu as les bandeaux d'information, si c'est trop clair, tu ne vois pas. Moi, je suis juste... Ça m'a fait marrer. Alors, par exemple, voilà, il y a un côté où ça peut vous faire un aquarium en écran de veille. C'est super. 50 000 balles, c'est super. Mais je me demande si au bout d'un moment, tu ne te lasses pas.
Si. Non, mais moi j'y Non, crois. mais après, les gars, il faut pas se voiler la face. C'est un truc. C'est pas pour nous, Voilà. c'est ça que tu veux Non, dire. mais c'est pas ça. C'est que bon, le prix déjà est éliminatoire. Non. C'est Oui, mais- vraiment une prouesse technologique. LG pousse Non, ça. c'est une Ils démo, le ça. mettent en vente, mais je suis pas. Personne va l'acheter. Les À gens, part 2-3 footballeurs Ouais. et Dans les showrooms d'hôtels, enfin, tu vois, dans les halls patrons du CAC Les mêmes 40 qui qui achetaient, veulent les- se faire plaisir les- dans leur bureau. Les mêmes qui achetaient les premières télé 3D. Non, mais tu vois, exactement. ça Mais n'a aucun sens. après, c'est peut-être intéressant de voir les usages qu'on pourra en tirer dans quelques années. Peut-être dans le domaine pro, tu Oui, vois, exactement. le commerce, etc. Il y a peut-être Voilà. un truc à Ah ouais tirer. Ah à oui. tricoter. Alors, tu vois, c'est marrant. Moi, je pense qu'il y a l'idée derrière, et ça va se démocratiser au fil du temps, c'est que chez tous les fabricants, il y a ce souci de savoir qu'est-ce qu'on fait de nos jours d'une dalle noire, de cette dalle qui est éteinte dans votre salon. Ah oui, Et c'est pas la belle. grosse question Non, mais qui c'est se pose certain, tous. c'est sûr. Pourquoi est-ce qu'on a des télés qui ont opté pour « Bonjour, on devient des tableaux » ? Pourquoi chez Amazon, on vous dit on va vous mettre des widgets sur la télé, basse consommation, mais comme ça, vous avez tous vos rendez-vous, vos amis, vos photos. En fait, on a ce souci de qu'est-ce qu'on va faire d'une dalle noire ? Bah eux, ils ont éliminé le problème, ils l'ont rendu Et ça transparent. fonctionne très bien avec les tableaux. Moi, le frame, je trouve ça formidable, par Ouais. exemple. Mais ça, tu vois, je trouve que le problème, c'est que l'inconvénient d'avoir l'écran transparent, il ne compense pas le fait de pouvoir faire disparaître ta télé dans ton salon, en fait. Bah, c'est ça le truc. Regarde, Et quand que- elle est éteinte, Ouais, moi, la première fois que j'ai vu une télé comme celle-ci, c'était il y a quelques années, et c'était, tu sais, je sais plus quelle marque avait présenté ça. C'était, tu avais une dalle télé qui était intégrée dans une bibliothèque, et donc c'était la vitre de la bibliothèque. Toshiba avait présenté ça il y a très longtemps. Ouais. c'était Toshiba. Je Ouais, me ouais. vois Toshiba. l'idée, je savais plus qui Et je c'était. trouvais ça génial. Oh, l'effet waouh était incroyable parce que tu avais vraiment une bibliothèque en face de toi, et puis tu appuyais sur un bouton et tu avais l'écran qui sort, enfin voilà, qui se matérialisait, quoi. Et je trouvais ça dingue. Et après, quand tu regardais l'écran, t'es ouais, mais bon, quand même, c'est vachement moins bien que si j'avais juste une Ah ouais. télé Caché dans les, classique, quoi. caché dans les miroirs des salles de bain. ouais, tu vois, des c'est trucs Il y comme avait Panasonic aussi, JD me dit. oui, c'est vrai, qui réalise Panasonic, cette émission. absolument. Mais- Il y avait plusieurs. Enfin, je crois que les Japonais avaient maîtrisé cette technologie C'est vrai. avant les Coréens. Oui, mais leur idée c'était de faire du professionnel. Moi je me souviens très bien, Mais bien c'était sûr, ça. Et bien c'est sûr. vrai que parce que Ouais. l'effet il est incroyable. Mais je pense que dans Et les puis la salons force de- des gens. Et puis la force vache. d'LG, c'est d'arriver à industrialiser un petit peu ce truc-là, c'est-à-dire qu'ils peuvent en fabriquer quelques-uns, si tu veux. Alors qu'à Là, l'époque, ils vont Toshiba et vendre, Pana, c'était vraiment du truc Ouais, de c'est ça. salon. Mais bon, voilà, c'est ça. La grande question pour moi, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet écran noir qui est pas beau. Ah oui. Vidéoprojecteur, c'est pas à la portée de tout le monde et Bah c'est non. pas une installation facile. Donc, t'essayes de le rendre transparent. Tu le testes et puis tu le revends sur le bon coin si ça te plaît pas. Hein. Oui, Ouais, facile. Je pense qu'à mon avis, tu dois trouver beaucoup d'acheteurs à 50 000 balles, c'est sûr. 45 000 d'occasion. Allez, merci beaucoup à tous les deux. Merci Mélinda. Merci. Mélinda Davansoulas, que vous retrouvez sur la plateforme Tech & Co avec entre autres multijoueurs et plein d'autres rendez-vous. Merci Anthony. Merci. On se retrouve tous les deux à la fin de ce De quoi je me mêle pour le petit module bonus. Ouais. Et tu vas nous raconter, Anthony, ton expérience Vivatech. C'est vrai qu'on a vécu tous les deux un Vivatech assez intense avec plein de choses intéressantes. Et toi, tu as eu la chance de rencontrer l'une des stars de la tech du moment, c'est Fidji-Simo. Vous ne la connaissez peut-être pas, mais cette femme-là est incroyable, elle est française. Et Anthony l'a rencontrée à l'occasion du Vivatech. Il nous racontera un petit peu le off de tout cela. Ce sera la partie bonus de ce De quoi je me mêle qui est disponible exclusivement, rappelons-le, en version audio, en téléchargement du podcast. À tout de suite. Deuxième partie, ce sera avec Lionel Paris. On va parler de 5G+, avec lui. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.